va commencer la série de vidéos qui va résumer les aventures de nos compagnons. Je vais essayer de faire une vidéo par session de jeu, mais si elles sont trop longues, je couperai en deux. Alors pour rappel, nos 4 aventuriers sont Maylin, une princesse elfique que tout le monde a oubliée, Siran, un érudit qui veut prouver à tous qu'il est le plus intelligent, Acario, un pirate à la recherche d'un trésor oublié, et Roman, homme de main de l'empereur à la recherche de son frère jumeau et de bijoux volés. Nos 4 aventuriers se sont rencontrés sur l'île des Géants, passage obligé par le continent Onis. Ils devaient tous se rendre à Puermotejas, une ville de la principauté de Morencia, pour des raisons personnelles. Mais la liaison avec le continent se fait par Rocher-sous-Bois, un petit village portuaire où aucun d'entre eux n'a jamais mis les pieds auparavant. Leur mission est simple, trouver des chevaux pour partir au plus vite vers leur destination. Alors, je dis simple, mais pourtant, il va leur en falloir des séances pour laisser les pauvres habitants de Rocher-sous-Bois en paix. Allons découvrir tout ça. Bienvenue à Rocher-sous-Bois, village majoritairement humain, possédant une forte économie grâce à des exportations vers l'île des Géants. Entouré de grandes forêts, il y fait bon vivre, une température moyenne, ni trop chaude ni trop froide. Nos aventuriers débarquent à peine et ils remarquent sans peine le tableau d'informations qui leur indique les destinations intéressantes. Ils ont le choix entre une auberge, nommée le Chêne d'Or, la mairie, la guilde des magiciens et un petit quartier commerçant du centre-ville. Sans grande surprise, ils pensent directement aller à l'auberge, pensant y trouver des chevaux. Ils découvrent facilement le bâtiment faisant office à la fois de taverne et d'auberge pour tout le village. C'est un bâtiment neuf, avec une petite terrasse et une écurie. Plein de confiance, ils entrent et découvrent une salle commune simple mais sympathique, composée d'un bar et de quelques tables. Pleine de vie, plusieurs personnes s'y trouvent déjà. Un couple se disputant occupe une table, un homme seul est assis à une autre, une barde les regarde accoudée à un petit balcon à l'étage, et le tavernier se tient derrière son comptoir. En parlant de ce dernier, c'est vers lui que les joueurs vont se diriger en premier. Ils font face à un homme un peu fatigué qui aurait bien besoin d'aide. Il a bien un cheval à vendre, mais un seul, et à un prix relativement élevé. Il leur conseille tout de même de parler au maire qui possède également des écuries. D'ailleurs, en parlant du maire, il aurait bien besoin d'un petit service. Le chef de la ville demande 10% du chiffre d'affaires des commerçants en taxes. Mais pour son auberge, qui vient à peine d'ouvrir, c'est beaucoup trop. Si les joueurs acceptent de négocier, il les payera en ragot. Il est prêt à leur dire tout ce qu'ils voudront savoir sur les habitants de Rocher-sous-Bois. Visiblement, ça a l'air d'être un bon deal car nos joueurs acceptent avec enthousiasme de l'aider. Surpris mais ravi, Gétertar, l'aubergiste, en profite pour leur donner 2 autres missions. La première, c'est de le débarrasser d'un adolescent semi-aventurier venant chaque jour déranger ses clients à la recherche d'un travail. Il leur promet de leur offrir leur repas en échange. Et la seconde mission serait de retrouver son ancienne petite amie, Nalina Ombion, partie à la noce, après avoir incendié son ancienne auberge. Il aimerait que justice soit faite. Sans doute ravis d'aider leur prochain, les joueurs continuent sur leur lancée et vont parler à la jeune elfe ménestrel. Acario, dragueur invétéré, veut user de ses charmes. Malheureusement, la demoiselle n'est guère aimable et souhaite simplement gagner de l'argent pour son chant. Voulant lui faire plaisir, Acario la paie, et la voici qui monte sur scène pour chanter une très longue ballade. Comment dire ? Une ballade qui ferait saigner les oreilles à la ville entière. Nos joueurs vont tenter de manger leur repas en l'ignorant, mais ce sera assez difficile. La personne qui était assise seule à sa table va même sortir. N'en pouvant plus, Maylin décide d'utiliser ses dons d'hypnose sur la ménestrelle afin qu'elle arrête de chanter, mais elle se laisse un peu emporter, et la pauvre elfe finit par s'asseoir dans son coin, les yeux dans le vide. Première victime de notre fine équipe. Les joueurs essayent de s'intéresser au couple qui se dispute à côté, mais seule Maylin réussit à entendre une partie de leur conversation. Finalement, étant à peine discret, ils préfèrent tenter une approche directe et faire connaissance avec eux. Ils finissent par apprendre que le couple sont des partenaires d'affaires au service du prince de Morencia, qui a perdu une chevalière précieuse lors de sa dernière visite à Rocher-sous-Bois. La femme étant plutôt fiable, tente de convaincre son compagnon, plutôt feignant, de partir à la recherche de la bague plutôt que de déléguer le travail. En effet, Dalil, l'homme, a engagé un petit aventurier, sûrement celui qui ennuie l'aubergiste, pour retrouver le bijou alors que la femme aurait aimé faire le travail elle-même. Ils ont promis au petit 4 pièces d'or pour retrouver la bague. Les joueurs ne seraient pas contre rafler cette récompense en retrouvant en premier la précieuse bague. Le prince pense l'avoir perdue au vignoble, mais il a aussi visité la mairie et le port. Elle pourrait même avoir été trouvée par un villageois. Si vous vous demandez s'ils ont déjà oublié leur quête principale de trouver des chevaux, la réponse est oui. Avant de quitter l'auberge, Maylin souhaite visiter le dortoir où le jeune aventurier dort chaque soir. L'aubergiste lui permet en échange de la promesse de ne rien voler ni casser. Pendant son absence, les 3 autres compères manigancent un plan pour retrouver l'anneau en premier et surtout le rendre directement au prince afin de toucher plus d'argent.
Siran se confie à ses compagnons sur l'une de ses quêtes personnelles, qui consiste à trouver des pierres précieuses qui conviennent à son médaillon. Il songe à prendre celle de la bague pour la tester. En tentant de trouver le bon lit dans le dortoir, Maylin va réussir à faire le premier sang de la campagne. Bon, comme il s'agit de la première heure de jeu, ma gentillesse lui a simplement valu une grosse piqûre d'araignée, ainsi qu'un cadenas de coffre cassé impossible à ouvrir dans le futur. Tant pis pour ce promesse tavernier. Finalement, les joueurs sortent de l'auberge et croisent l'homme qui était sorti à cause de la ménestrelle qui finit son repas sur la terrasse. Mais il s'en désintéresse totalement et se dirige vers le vignoble juste à côté. Le champ, composé de 6 rangées de vignes qui ont l'air à maturition. Un employé travaille dans un coin et le propriétaire est au centre du champ, occupé à se disputer avec un adolescent. Ce dernier s'embête l'aventurier. Un jeune homme très bien habillé avec une petite épée. Ils font sa connaissance. Il se prénomme Théus, un jeune d'environ 12 ans, originaire d'Alanos, la capitale, qui cherche à gagner sa vie en aidant les autres. Plein d'imagination, il imagine des idées farfelues pour chacune de ses quêtes, mais malheureusement, comme il a grandi dans un milieu privilégié, il manque de courage et de pratique. Théus leur explique que le propriétaire du vignoble, Ozer Grecon, l'a déjà mis dehors 3 fois ce jour-là de son champ et refuse qu'on piétine ses plants de vigne. Leur nouveau compagnon accepte leur aide pour retrouver la bague et leur promet que s'ils ne cherchent pas à profiter de lui pour lui voler la récompense, il leur dévoilera les 2 autres quêtes qu'il a acceptées au village. Tous ensemble, ils vont à nouveau déranger le propriétaire, qui n'est franchement pas ravi d'interrompre sans cesse son travail, et sans surprise, Maylin réussit à se le mettre à dos en moins de 2 phrases. Mais après des excuses et un détournement de conversation de Siran, Grecon finit par autoriser Maylin et Acario à fouiller ses vignes. Maylin, enchaînant des échecs critiques à la suite, finit par détruire des plants de vigne et à trouver une grande clé, pendant qu'Acario ramasse des pièces d'or et une minuscule clé. Fatigués de les attendre, Siran et Roman vont discuter avec Brébok, l'employé vigneron qui déteste son travail et son patron. Mais les 4 compagnons repartent bredouille, sans anneaux, mais au moins avec 2 clés. Sans aucune raison, en se concertant, ils sont persuadés qu'il va s'agir d'animaux qui veulent des objets brillants, et notre érudit se souvient de légendes concernant des animaux mystiques présents dans la principauté de Morentia. Cela effraie le petit Théus et il souhaite demander des informations au maire. Ils traversent donc le village pour se retrouver devant la mairie, un imposant bâtiment, mais dont l'entrée est gardée par un homme. Ce dernier s'appelle Rilol. Il leur dit que c'est le jour des impôts. Le maire a demandé à ne pas être dérangé et qu'il ne doit laisser passer personne. Il tente de convaincre Rilol de les laisser rentrer tout de même, et il leur dit qu'il est le représentant de la guilde des commerçants et non pas un garde. Il tente à nouveau de le convaincre, de l'intimider et même de le séduire. Bon, ils finissent par comprendre qu'une bonne bouteille de vin pourrait l'aider à lui faire fermer les yeux. Malheureusement, il n'aime pas celui du vignoble, et il faudra en trouver un autre. À cause de leur maladresse, ils découvrent la tension qui existe entre la guilde des commerçants et celle des mages. En effet, le seul bâtiment dans le village qui peut accueillir une guilde est déjà occupé par celle des mages, et les commerçants veulent s'implanter à Rocher-sous-Bois. Et pour eux, la seule solution, c'est de virer les mages du village. En essayant de comprendre cette situation, ils apprennent que le maire s'est affilié à la guilde des commerçants et qu'un représentant, en l'occurrence ce cher Rilol, est toujours présent à ses côtés pour surveiller entre autres ces transactions. En repartant de la mairie, Maylin a une idée. Elle veut acheter une bouteille de vin du vignoble à la taverne et l'agrémenter d'épices pour en changer le goût. Acario propose même de rajouter de la cendre, une drogue légère douce qu'il a toujours sur lui. Et Siran décide de rendre un enfant heureux en acceptant officiellement Théus dans le groupe d'aventuriers. Le groupe se sépare. Roman et Acario décident de se rendre au quai pour tenter de trouver une bouteille de vin dans les caisses de marchandises, alors que Maylin et Siran se dirigent vers l'auberge avec Théus pour mettre au point leur plan initial, c'est-à-dire trafiquer une bouteille du vignoble. Sur les quais, les garçons découvrent le seul ponton existant, d'où ils sont arrivés le matin même, une petite plage de sable, un grand entrepôt où des dockers transportent des marchandises, et un bureau plus solide, sans doute celui du contremaître. Ils se dirigent pour commencer vers un groupe de géants en pleine discussion. La plupart sont ceux qui étaient matelots sur le navire qui les a transportés, mais un autre est inconnu et semble appartenir à Rocher-sous-Bois. Il se présente à eux, Gurbag, second du contremaître. Il leur apprend qu'ils exportent surtout leur vin dans les terres elfes, mais n'en importent pas. Il leur explique qu'en termes d'importation, Rocher-sous-Bois fait plutôt dans les chevaux, la laine et les armes. Mais si vous avez entendu le mot cheval, sachez que nos aventuriers sont tellement omnibilés par trouver du vin qu'ils en ont oublié leur quête principale. Voulant faire affaire, Gurbag essaye de leur vendre 2 chevaux pur sang, mais à prix très élevé, ce qui ne les intéresse pas du tout. Pendant ce temps, devant l'auberge, Siran et Maylin se séparent. Maylin veut prévenir le tavernier que Théus les accompagne, et demande donc à Siran de rester avec le petit à l'extérieur. Siran décide de faire la connaissance avec l'homme assis à la terrasse qu'ils avaient ignoré la première fois.
Prénommé Adio, c'est un humain élégant dans la cinquantaine, avec de beaux yeux bleus perçants. Adio et Théus se connaissent déjà et s'entendent plutôt bien. Adio explique à Siran son parcours. C'est un aventurier, originaire de Rocher-sous-Bois, à qui l'on doit l'accord de commerce entre le village et l'île des Géants. Après ce fait d'armes, qui apporta beaucoup de prospérité aux deux localités, Adio fut considéré comme un héros, et il décida aussitôt de prendre sa retraite et de passer du bon temps dans son village natal, où il aimerait bien voir construire une statue à son effigie. Adio avoue à Siran que le maire lui a confié une mission, mais qu'il n'a aucune envie de la faire. Il est à la retraite, et refuse de reprendre du service. Siran tente de récupérer la mission, mais il n'arrive pas à convaincre Adio qu'il est apte à l'accomplir. À l'intérieur de l'auberge, Maylin est allée parler au tavernier. Elle réussit à le convaincre que Théus ne sera plus un souci et qu'il restera avec son groupe. Jatertar leur offre donc les chambres en récompense. Ensuite, notre petit elfe achète une bouteille de vin et se rend ensuite vers la cuisine pour aller chercher des épices pour l'aromatiser. Petit retour sur les quais, où Roman et Acario frappent à la porte du bureau du contremaître mais n'obtiennent pas de réponse. Acario veut forcer la serrure, mais Gurbag les voit de loin et se dirige vers eux. Finalement, un petit peu peureux, ils décident de quitter les quais et de retrouver Siran qui discute toujours avec Adio. À leur tour, ils font connaissance de l'aventurier retraité. À eux trois, ils arrivent enfin à convaincre l'homme de leur confier sa mission. En vérité, il existe une maison étrange à Rocher-sous-Bois. Une maison abandonnée avec une forme presque magique. On se demande comment elle tient encore debout. Cela fait plusieurs fois que l'on entend des cris à proximité de cette maison. Adio pense que ce sont des enfants qui font une blague. Mais le maire a peur que cela effraie les touristes, car il commence à y avoir des rumeurs au village sur la maison qui pourrait être hantée. Adio leur donnera la récompense promise par le maire s'ils enquêtent à sa place. Dans l'idée de récupérer plus tard la récompense, il demande à Adio de l'aide pour passer le représentant de la guilde des commerçants à l'entrée de la mairie. Sans surprise, Adio leur conseille d'apporter une bouteille d'un bon vin, mais voyant que cette information ne les convainc pas, il leur donne aussi un petit ragot. Visiblement, Rilol fricoterait avec la fille du maire. Tout le groupe se retrouve dans l'arrière-cour de la taverne, alors que Maylin s'apprête à entrer dans les cuisines. Il regroupe les informations diverses que chaque groupe a obtenues. Comme personne n'a trouvé de bouteille de vin, Maylin est encore plus convaincue de trafiquer la sienne. Elle laisse sa bouteille à Acario pour qu'il trafique l'étiquette et la salit pour qu'elle passe pour une bouteille plus ancienne. Maylin entre seule dans la cuisine et y trouve la cuisinière très occupée. Maylin lui affirme que le tavernier est d'accord pour qu'elle prenne quelques épices. Comme preuve, Heidi, la cuisinière, lui demande le nom du tavernier pour être certaine qu'elle lui a bien parlé. Malheureusement, comme aucun des joueurs n'a jamais pensé à lui demander, Maylin ne peut pas répondre à cette question. Heidi la met dehors. Mais comme elle est très occupée, Maylin se faufile dans le cellier et crochette la porte sans être vue. Maylin se serre en herbe, mais comme elle a laissé la porte grande ouverte, la cuisinière remet le cadenas et l'enferme à l'intérieur. Acario frappe à la porte et entre à son tour dans la cuisine. Il tente de séduire Heidi, et cela fonctionne. Elle lui promet des petits desserts gratuits le temps de son séjour. En entendant la voix d'Acario, Maylin tente de donner des petits coups à la porte discrets. Mais tout le monde l'entend. La cuisinière, pensant que ce sont des rats, commence à paniquer et envoie Acario vérifier le cellier. Heidi attend à la porte avec un balai dans les mains, prêt à tuer le moindre rat. Ces cris ont attiré Roman et Siran qui rentrent à leur tour dans la cuisine. Maylin utilise sa rune pour faire lâcher les armes et le balai tombe. Heidi hurle et se jette dans les bras de Siran en pleurant. Maylin en profite pour s'enfuir dans la confusion. Acario affirme que le rat s'est enfui, ce qui achève la pauvre cuisinière qui pense qu'elle doit refaire tous les plats et jeter tout ce qu'il y a dans le cellier afin de garder la nourriture saine. Malheureusement pour les joueurs, Maylin tente de la réconforter et la cuisinière s'étonne de la trouver encore là. Elle n'arrive pas à trouver une explication convaincante et elle se fait mettre à la porte immédiatement avec la menace de ne jamais compter sur elle à l'avenir. Siran propose d'examiner la nourriture pour rassurer Heidi et tout le monde finit enfin par la laisser travailler. Ils se retrouvent ensuite tous dans la cour pour trafiquer la bouteille. Maylin doit faire un jet d'intelligence pour réussir son dosage. Malheureusement, c'est un échec. Comme il n'est pas critique, elle n'en a pas fait un poison, mais le vin sera immonde. Ensuite, par contre, elle réussit son jet de dextérité, et on ne remarquera pas que c'est une bouteille du vignoble actuel. Alors, si pour beaucoup la suite logique aurait été de donner la bouteille pour rencontrer le maire, eh bien, pour nos joueurs, il s'agit plutôt d'aller visiter la maison étrange dont Adio leur a parlé. Les voici donc non loin de la bâtisse, dont je vous mets l'image. Ils se rendent sur le petit quai, où ils trouvent les deux portes d'entrée. Alors qu'ils sont en train d'observer la maison, ils entendent un cri glaçant dont ils n'arrivent pas à discerner la provenance. Acario examine les portes. Il affirme à ses compagnons que celle de droite est enchantée, au contraire de celle de gauche. Siran regarde l'eau autour de la maison. Il la trouve étrange, mais il n'est pas assez proche pour bien l'examiner.
Meilin, l'experte en magie, reconnaît l'enchantement de la porte. Il s'agit d'un sort assez novice pour repousser les intrus. Soit un son, soit un mot, soit une phrase peut le désactiver. Meilin tente d'utiliser sa clé sur la porte de gauche et cela l'ouvre immédiatement. De l'autre côté, il voit une cuisine. Ayant peur que les portes se verrouillent toutes seules, Meilin utilise sa rune pour les garder ouvertes. Siran s'intéresse quant à lui au quai. Il trouve une boîte aux lettres et du matériel de pêche. Un nom est inscrit sur la boîte aux lettres. Il s'agit de Freyn H de la Lanterne. Roman la force sans souci, mais ne trouve rien de spécial à l'intérieur. Le groupe décide de rentrer tous ensemble dans la cuisine. C'est une salle sans trop de poussière, avec des placards à moitié cassés et ouverts, des restes de repas, des chaises renversées. De plus, il y a 2 portes supplémentaires, une en face de la porte d'entrée et une à sa droite. Une détection de la magie révèle que les portes ne sont pas enchantées. Acario décide d'ouvrir celle à droite et remarque qu'elle donne sur un couloir qui rejoint la seconde porte extérieure. Roman essaye d'ouvrir la porte face à celle de l'entrée. Elle est fermée, mais au moment où il tourne la poignée, grâce à un mécanisme, la porte de l'un des placards de la cuisine s'ouvre violemment et à l'intérieur, 2 gros serpents y dorment. Meilin veut s'approcher discrètement du placard pour le refermer. Mais à la place, elle réveille les serpents qui se mettent en position d'attaque. Elle réagit rapidement, referme la porte tout en s'appuyant dessus pour éviter que les coups des animaux furieux ne l'ouvrent à nouveau. Roman, lui, défonce la porte qui était fermée et découvre un garde-manger. Acario rentre dedans, fouille les étagères mais ne trouve rien d'intéressant. En voulant fouiller dans les sacs à terre, il en évente un et des haricots se déversent partout. Malheureusement, cela a pour effet de faire perdre l'équilibre à Meilin et qui libère à nouveau les 2 serpents. Roman s'interpose et utilise son don pour les animaux. Il les calme pour qu'ils se rendorment d'eux-mêmes. Et voilà, c'est la fin de cette première session de jeu. Cela annonce le ton pour les suivantes. Vont-ils se souvenir d'acheter des chevaux pour partir à Puerto Tejas ? Vont-ils convaincre Rilol de les laisser passer voir le maire avec une bouteille de vin trafiquée ? Vont-ils découvrir l'origine des cris de l'étrange maison ? Restez avec nous pour le savoir.